Salut les bienveilleurs! Si vous êtes arrivé à Obsidian à partir d'une expérience sur Notion, Notion en français, qui est un système de prise de notes, on va dire équivalent, mais avec un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Un des inconvénients, c'est que bien sûr, vous êtes dépendant de Notion et tout est placé sur le cloud, alors qu'avec Obsidian, tout est sous votre contrôle sur votre propre disque dur. Mais une qualité de Notion qui est particulièrement intéressante, c'est cette logique de table, de base de données quelque part, de table qui va vous permettre de pouvoir faire des suivis de listes d'éléments. Et Notion est particulièrement, je dirais, esthétique et pratique et efficace. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un plugin dans Obsidian qui fait faire à Obsidian à peu près la même chose, en tout cas c'est très ressemblant dans Obsidian que vous faisiez avec Notion, avec ces tables sous forme de base de données quelque part. Alors on est parti, on va voir ce que ça donne dans Obsidian. Alors la première chose à savoir, c'est que pour installer ce plugin, il faut d'abord que DataView soit opérationnel. Ici, vous voyez, DataView est activé. Et je vais donc parcourir et aller à la recherche du plugin Database Folder. Je l'installe, installation, je l'active. Une fois qu'il est installé avec succès, je vois que j'ai une nouvelle icône. D'ailleurs, je vois qu'avec la nouvelle version de ce plugin, l'icône est un petit peu différent, un peu moins jolie je trouve, bon, enfin soit, une question de goût. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est dans le système, on va ouvrir cette base dans notre bac à sable et nous allons créer une nouvelle database table, donc une nouvelle table database, c'est-à-dire utiliser une note comme une véritable database. On va l'appeler, je dirais, mes livres. Je vais la mettre dans le current folder, je suppose que c'est bien bac à sable qui est chargé, et je vais demander où je vais sauver ma base de données, et je vais dire bac à sable, créer, et voilà que mes livres sont créés dans le bac à sable avec une très jolie faute. C'est pas très grave, on va la corriger ici, renommer, boum, et on est parti. Qu'est-ce que vous voyez directement? Vous voyez qu'il y a une table qui est prête à être créée. Alors si je crée quelque chose de nouveau et je vais faire ici une table avec des livres, je vais pouvoir mettre par exemple pour qui sonne le glas. Je ne vais pas mettre les majuscules. Je fais Enter et vous voyez que j'ai une ligne qui s'est créée dans cette table. L'énorme avantage, c'est que quand je vais cliquer sur pour qui sonne le glas, si je clique directement, il va remplacer. D'accord? Si je reviens en arrière et que je clique avec commande, je vais ouvrir dans un nouveau tab. Vous voyez, pour qui sonne le glas a été créé. Et il est dans cette table ici. Si maintenant je décide de vouloir mettre ça ici, c'est-à-dire je peux déplacer la colonne et passer dans la colonne de gauche pour que le titre avec le lien soit dans ma colonne de gauche, c'est-à-dire la première colonne de mon tableau. Alors ici, on voit qu'on a quelque chose d'assez, je dirais, élaboré, mais si on regarde regardez plus d'options de cette table, vous pouvez voir Open Link View, Open as Markdown. Et là, vous voyez qu'en fin de compte, dans cette table, on n'a rien d'autre que du Markdown avec bien sûr une zone comme on appelle YAML. Et vous voyez ici, c'est du code. C'est du code, ça commence par 3, je dirais apostrophe à l'envers. C'est bien du YAML DB folder. C'est tout du code. On n'a pas besoin de savoir exactement qu'est-ce que ça signifie. On peut simplement savoir que c'est toujours bien du code qui n'est pas propriétaire, qui n'est pas crypté et qui est lisible par n'importe quel éditeur. Naturellement, ici, ça sera peu utile. On rouvre notre page, on voit qu'on revient dans ce fameux tableau et je vais ajouter un nom d'auteur. Hemingway, je ne sais jamais où mettre le H, disons qu'il n'y en a pas. Voilà, on va taper ça comme ça. Et voilà, j'ai tapé Hemingway dans la colonne 1. Bon, colonne 1, ça ne veut pas dire grand-chose. On va donc ici cliquer sur la colonne ici et on va appeler ça auteur.
Voilà. On a donc ici le file et on a l'auteur. Si on va voir maintenant ce qui se passe dans notre note, on voit qu'on a ajouté une nouvelle information dans ce qu'on appelle la zone front matter, donc la zone d'en-tête ou la zone YAML parfois. Et on voit que ça porte le nom colonne 1 Hemingway. C'est bizarre parce que j'avais mis ici auteur. En fait, non, c'est pas bizarre. Auteur ici est le titre que vous voulez voir apparaître dans votre table. Si vous voulez changer le nom du champ, vous devez aller voir dans Settings. Et c'est là que vous allez voir le nom, l'ID, l'identificateur de la colonne. Donc, je dirais dans le titre de la colonne, vous pouvez mettre un peu n'importe quoi. Ici, il faut bien sûr un identificateur unique. On va donc l'appeler auteur. J'ai un peu l'habitude, moi, de n'utiliser que des minuscules. Alors, si je ferme maintenant, il ne va pas sauver. Il faut bien que je pense à sauver le colonne ID. Je sauve. On a un certain nombre d'informations, on verra ça un tout petit peu tout à l'heure. Et vous voyez, auteur n'a pas changé. Mais si maintenant je vais voir dans la note particulièrement de ce livre, j'ai bien auteur qui est bien l'identificateur qui va être dans cette note. Si je reviens dans mes livres et que je viens ajouter un autre titre, les 10 petits nègres, hop, voilà, je vais dire que c'est Agatha Christie, voilà. Si je vais voir maintenant dans ma note les 10 petits nègres, vous voyez les 10 petits nègres avec auteur Agatha Christie. Alors revenons dans notre table. Si je veux maintenant encore ajouter une information supplémentaire, il suffit que je clique sur le plus ici et je peux ajouter l'année. Donc c'est l'empty colonne. Je vais dire comme ceci. Rien d'autre de spécial. Voilà, je sauve. Mon année est créée. Je peux dire, pour qui sonne le glas, 1960, je pense. 1960, je vérifie un tout petit peu, 8 par exemple, ça n'a pas trop d'importance. Et qu'est-ce que je vais voir dans les 10 petits nègres? Vous voyez que j'ai ajouté le champ année 1968. Si je reviens ici et je dis tiens, là je veux quand même quelque chose un peu plus lisible, je vais mettre une majuscule, pardon, je vais ici faire ceci, année. Vous voyez que j'ai changé le titre de la colonne, mais que l'ID est resté le même. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais voir dans année settings, l'identificateur est bien celui que j'avais créé au départ. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment on peut ajouter éventuellement, je dirais, un champ à partir de la note. C'est intéressant de voir qu'on peut travailler dans les deux sens, soit à partir de la table vers les notes, soit à partir de la note vers les tables. Alors je vais ouvrir les 10 petits nègres et je vais mettre une information que je vais appeler statut lu. Je vais mettre dans pour qui sonne le glas statut à lire. Et maintenant je vais revenir ici et je vais ajouter une nouvelle colonne. Alors une première manière d'ajouter une colonne, c'est de cliquer sur le plus, je l'ai déjà fait. On peut aussi cliquer sur un des champs, n'importe lequel. Et vous voyez que je peux insérer à gauche ou insérer à droite. On va insérer à droite, nouvelle colonne qui est créée. Settings, vous voyez que je peux mettre un nouvel ID, d'accord? Mais je ne peux pas aller chercher l'information que j'avais créée moi-même dans la note. Je vais donc effacer cette colonne et utiliser le plus. Dans ce cadre-ci, vous voyez que je peux ajouter une colonne vide et cette fois-ci, on va ajouter une colonne à partir d'une information existante. On va donc ici chercher l'information disponible. Pour le moment, je n'ai qu'une information statut qui est présente. Je vais donc sélectionner statut, je sauve, je ferme et vous voyez que statut à lire, statut lu se trouve là. C'est bien les informations que j'avais indiquées ici. Donc vous voyez ici, on a créé une information dans la colonne à partir
d'un champ que j'ai créé moi-même dans la note. Vous voyez qu'on peut faire ça donc dans les deux sens, de la note vers la table ou de la table vers la note. Alors maintenant, nous allons créer une colonne, mais cette fois-ci, on va porter notre attention sur la nature de l'information qu'on met dans ces colonnes. Alors quand je crée une nouvelle colonne, et je vais par exemple identifier ici le type de livre que je suis en train d'encoder, je peux bien sûr marquer ici, c'est la colonne, c'est type, d'accord? Je vais regarder ce que ça donne. Vous voyez qu'on a bien type ici. Si je regarde dans Settings, on a bien type dans le colonne ID. Je préfère moi utiliser des minuscules, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc voilà, je l'ai créé, je sauve, je ne sais plus si je l'avais fait, et je peux voir qu'ici, je peux changer la nature. Pour le moment, c'est par défaut des textes. Si je vais dessus, il va s'allumer. C'est texte, mais si je vais dedans, je peux voir que je peux choisir des textes, des nombres, des sélections, des tags, des checkbox, date, date time, date, heure, une formule, des relations ou un roll-up. Ici, je vais maintenant choisir Select. C'est-à-dire que là, je ne veux pas simplement encoder un texte, je veux offrir un certain nombre de choix. Et les choix, ça va être quoi? Donc j'ai choisi Select, je vais maintenant dans Settings et vous voyez que je peux ajouter des labels. Je vais dire par exemple les romans, plus, et vous voyez que je peux en plus choisir la couleur. Je vais choisir une couleur rouge pour les romans. Ou rouge ou à peu près rouge, hein, d'accord. Voilà. Je vais ajouter un label essai. Je vais ajouter un label classique. Les essais, je vais les mettre en bleu. Et les classiques, je vais les laisser dans cette couleur-là, ou on va les mettre en jaune. Pourquoi pas? On va les mettre en jaune. Voilà, à partir de ce moment-là, quand je regarde mes livres et que je vais voir ici dans le type, si je clique pour Pearson-Leglas, j'ai ce choix classique, essai, roman. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est efficace. Je vais dire c'est un roman, Lady Debenhams c'est un roman. Ah, je veux changer, c'est pas un roman, c'est un grand classique. Et voilà qui va faire le travail. Si je travaille ici, je marque l'intelligence émotionnelle, un bouquin que je vous recommande de Daniel Goleman. On va d'ailleurs l'inscrire. Daniel Goleman. Je vais inscrire ici que c'est un essai. C'est maintenant, je vais marquer une nouvelle catégorie. Psychologie. Vous voyez que je peux quand même les ajouter. Donc je ne suis pas limité à la liste des items que j'avais déjà créés. Et vous voyez, chose étrange, classique, je peux choisir entre les trois. Je peux effacer le classique. Je veux pouvoir effacer. Donc si vous voyez que vous avez un problème, vous tapez sur échappement, la touche d'échappement, et vous allez pouvoir faire ce qu'il faut. Alors j'ai toujours pas le choix de la psychologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai besoin de faire un rafraîchissement de cette table. Je reprends mes livres et si je regarde psychologie, vous voyez maintenant que psychologie est présent. C'est-à-dire que pour prendre en compte une catégorie dans la sélection, vous devez ouvrir et refermer la table pour pouvoir prendre en compte ce que vous venez d'ajouter, je dirais, en live et en direct dans votre schéma. Alors nous allons ajouter encore une nouvelle colonne. Et je vais, cette fois-ci, ajouter une colonne, je dirais, avec des caractéristiques. Voilà qui est fait. Et ce que je vais dire, c'est que je veux que ce soit des tags. Alors, j'ai bien défini que c'était des tags. On est bien là, on est d'accord. Ça veut dire qu'ici, je vais ajouter des tags. Je veux dire, par exemple, anglais. Américain, guerre, d'accord? Et voilà, américain, anglais, guerre, pour qui sonne le glas, on est bien là. Et je vais pouvoir ajouter tout ce que je veux. Je ne sais pas s'il va me les proposer, mais ça je ne me souviens plus, mais ça n'a pas d'importance. Je vais pouvoir, ici, no options, je n'ai pas d'option, on va sortir et revenir juste pour voir. Mes livres, boum.
Ici, je vais dans ma colonne des options et vous voyez maintenant, je suis sorti, je suis rentré et mes options caractéristiques sont maintenant proposées. C'est un bouquin en anglais, rien d'autre, et voilà qui est fait. Alors, ça, c'est déjà pas mal intéressant. On a donc ici une caractéristique, ce sont des tags, c'est-à-dire c'est la même chose qu'une sélection, mais vous pouvez en choisir plusieurs. Alors, un avantage également, si vous prenez les settings, c'est un champ tag, mais si vous changez le titre, et là c'est limité bien sûr, par tags, à ce moment-là, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez les tags qui apparaissent ici dans les... Naturellement, vous ne voyez pas parce que j'ai d'autres essais, mais on va ici dans les caractéristiques, on va dire, pour Daniel Goldman, on va dire, on va créer intelligence émotionnelle, et on va dire intéressant. Voilà, on a ajouté le tag intéressant dans l'intelligence émotionnelle et vous allez voir ici que intéressant. Donc l'avantage quand vous renommez, je dirais le champ, ici c'est le nom de la colonne, ce n'est pas le nom du champ, ce n'est pas l'identificateur du champ. Donc l'identificateur du champ c'est bien au niveau, oh pardon, je suis dans le type, c'est pas là que je voulais vous montrer. Si je vais dans caractéristiques, dans settings, vous voyez que j'ai bien choisi le mot tags comme identificateur de colonne. Si je fais ça et que je le sauve, automatiquement, il existe déjà bien sûr, puisque je l'avais déjà créé. Vous voyez qu'à ce moment-là, ce que j'ajoute ici va apparaître dans l'arbre de mes tags qui sont disponibles classiquement sur Obsidian. À partir du moment où j'ai donné un identificateur tags, je retrouve que tout ce qui est dans cette colonne est en fait un tag comme dans Obsidian, dans tous les autres usages que vous pouvez en avoir. Chose que vous pouvez faire également, c'est Hemingway. Je peux, si j'ai une page qui parle d'Hemingway, je peux ajouter le tag, enfin, les deux parenthèses carrées. Ouh là là, ça c'est un petit gâchis là quelque part. Voilà, et vous voyez qu'en fin de compte, Hemingway devient à ce moment-là le nom d'une page. Bien sûr, la page n'existe pas, donc je la crée là pour l'instant, d'accord? Mais quand je reviens sur Hemingway, vous voyez que dans Auteur ou dans un champ texte, vous pouvez ajouter des symbologies. Si je regarde maintenant dans Pour qui sonne le glas, que j'ouvre la note, vous voyez Auteur Hemingway, mais cette fois-ci, il a inscrit le lien de l'auteur, ce qui peut être intéressant pour faire des liens avec une autre table que vous allez peut-être créer, qui est une table des auteurs à travers la note Hemingway. Année 1960, statut à lire, type classique. Vous voyez ici les tags qui ont été bien remplis, exactement comme si vous le faisiez à la main, mais ça a été rempli à partir de cette table de mes livres, tags anglais, américains. Si on regarde ailleurs dans les 10 petits nègres, on voit statut lu, type roman, tag anglais. Donc vous voyez, on est exactement dans un comportement, je dirais, ces tables, c'est à la fois très puissant parce que vous pouvez véritablement faire énormément de choses, mais vous pouvez aussi, je dirais, compléter vos notes exactement comme si vous le faisiez à la main. Alors ajoutons en vitesse quelques titres supplémentaires pour avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Je vais essayer de le faire en accéléré. Voilà, je viens d'ajouter quelques petits romans ou livres, Les Misérables, L'Assommoir, Le Mage du Kremlin. Ce que vous pouvez voir, c'est que je peux ici déjà, je dirais, classer ascending, descending. Vous voyez que je peux classer par ordre alphabétique, d'accord, sort descending par ordre alphabétique inverse. Je peux aussi classer d'abord par ordre alphabétique les titres de romans, ou simplement classer par ordre ascending les auteurs en deuxième lieu. Si je supprime l'ascending, vous voyez que je suis maintenant en ordre alphabétique pour les auteurs en première année,
en premier lieu et les années éventuellement en deuxième lieu que je peux supprimer. Sort descending, remove ascending, remove ascending. Voilà une bonne chose. Une chose que j'ai dû faire pendant que j'étais en train d'éditer, quand je me mets dans le début de la ligne, si je clique à droite, je peux faire un delete ou je peux faire un rename. Ici, pour le moment, je l'ai fait, je ne vais pas le faire d'une manière supplémentaire. Alors ici, j'ai bien sûr agrandi très fort le tableau. Si je vois que mon tableau devient un peu trop grand, je peux prendre dans les options de la table, Settings, vous voyez que le cell size est normal, wide ou compact. Je vais laisser normal. Sticky first column, c'est pour ça que c'était intéressant de mettre bien sûr le nom du roman en première ligne. Je fais sticky first column. Je sors, je pense que comme ça c'est bon. Si je vais maintenant agrandir et rétrécir ma fenêtre, vous voyez que la première colonne reste toujours bien présente, ce qui est bien pratique pour pouvoir travailler. Si maintenant je viens ici et je peux même fermer cette fenêtre, c'est ici, et je viens activer une recherche, je peux chercher, je ne sais pas, L apostrophe l'assommoir, et vous voyez que je peux chercher dans cette colonne ce qui contient L apostrophe A, d'accord? Si je fais la lettre E, eh bien, vous voyez que je prends tous les textes de la lettre E, première chose. Je peux faire bien sûr la même chose ici, et bien sûr la même chose ici. Donc si je regarde tout ce qui contient la lettre E et qui contient l'année, je dirais 1800, vous voyez que j'ai bien sûr une sélection de tout ce qui commence par 18, qui contient 18 plutôt, et qui contient la lettre E, et il n'y a que Les Misérables. Je supprime là ce filtrage, cette recherche. Voilà, je vais montrer ici un autre type de champ. Je dirais, on va l'appeler formule. Je le sauve et je vais voir ce que ça donne. Voilà mon champ formule. Tiens, j'en ai fait deux. Je ne sais pas ce que j'ai fait exactement. Je vais prendre comme formule ici, comme type formula. Et dans la formule ici, maintenant, dans le settings, je peux ajouter une formule. Alors les formules sont un peu compliquées, mais disons que on peut faire différentes choses. Par exemple, ici, ce que je peux faire, c'est ajouter la valeur d'une variable, une variable qui est définie dans cette rangée, c'est-à-dire que c'est dans le row, ça c'est en anglais rangée, et je vais demander par exemple, j'ai le champ auteur, c'est bien l'ID que je dois utiliser, et quand je fais ceci, vous voyez que la formule Hemingway, etc. apparaît ici. Si je change Settings et que je vais mettre un espace, une parenthèse, je vais mettre je vais ajouter l'année par exemple pour faire une sorte de référence, je dirais quasi bibliographique. Voilà, voyons ce que ça donne. Oh non, je ne vais pas faire ça, voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Hemingway 1960, et vous voyez que je peux créer des champs qui sont un peu plus jolis quelque part. Je vais le mettre ici, je vais le mettre à côté de ceci. Je vais renommer cette... Non, je vais renommer la formule ici, et je vais l'appeler auteur année. Et vous voyez que j'ai toujours bien le champ, et comme j'ai ici une information redondante, je vais peut-être cacher les deux champs qui ont servi à composer. Vous voyez que à ce moment-là, j'ai pu composer deux colonnes en une seule, Hemingway 1960, Agatha Christie 1968, et vous pouvez faire comme ça toutes sortes de combinaisons. Alors regardons un peu ici dans les options, on peut voir Open Database Settings, ce qu'on peut faire d'intéressant. On a déjà parlé, je dirais, Cell Size, Sticky First Column, le nom, je ne vais pas jouer à ça. Par contre ici, vous voyez que je peux regrouper les fichiers, donc les notes qui sont dans mon folder, en fonction de certaines colonnes. Alors on a vu ici
qu'on a ici un type, un seul type. Naturellement, il faut un type du genre select. Quand je vais voir, donc c'est la seule colonne avec laquelle je vais pouvoir travailler, ceci ayant plusieurs, comme ce sont des tags, plusieurs choix, on ne peut pas mettre bien sûr une note dans plusieurs folders, et donc il faut absolument que ce soit de type sélection. De type oui sélection. Je reprends mon Open Database, groupe file by et vous voyez il me propose que type. Je mets type, je groupe automatiquement. Je demande éventuellement que les folders qui soient vides sont effacés automatiquement. Ça c'est tout bon. Alors quand je vais sortir de ceci, normalement les fichiers vont se mettre dans des sous-folders qui correspondent à ceci. Et vous voyez, il ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et vous aurez peut-être le problème. C'est mon habitude, ma fâcheuse habitude quelque part, de classer, de mettre un nom de colonne différent du nom de l'ID. Quand j'ai classé ici dans mon Open Database Settings sur le type, vous voyez, c'est avec une majuscule. On va faire un reset. On va sortir. Et qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? On va aller dans les settings et on va renommer de la même façon que ce qu'il va me proposer. Je pense que c'est un bug qui devrait être corrigé plus tard, mais comme ça au moins vous le savez. L'ID de la colonne, c'est type. Maintenant, quand je viens dans mes database settings, je vais Open Database Settings, je reviens configuration, regrouper en fonction de certaines colonnes, je demande la colonne type, regardez bien ce qui va se passer ici à gauche, à partir du moment où je dis type, voilà. Et vous voyez que les différentes notes ont été classées à l'intérieur de folders qui ont été créés. Vous voyez classique, psychologie, roman, c'est bien l'ensemble des possibilités qu'on a ici. Dans classique, vous allez voir l'Assommoir, Les Misérables pour qui sonne le glas. Psychologie, vous avez l'intelligence émotionnelle. Dans les romans, vous avez les 10 petits nègres. Si maintenant, dans les 10 petits nègres, je décide de dire Agatha Christie, c'est devenu un classique, je vais le placer et vous voyez qu'il déplace automatiquement dans le bon folder les 10 petits nègres. Et ça, c'est une fonctionnalité particulièrement puissante que vous pouvez utiliser. Alors que ce qu'on peut faire également, c'est de voir que si je vais créer maintenant une nouvelle catégorie, je vais effacer la formule ici, delete, je vais augmenter ici et je vais dire une colonne qui s'appelle un avis par exemple. Je vais la sauver. D'accord, je pense que ce n'est pas ici que je vais le préciser, donc c'est bien. Je vais rouvrir, je vais dans les settings et je vais le définir comme un inline fields. Donc pour le moment, quand je regarde tous mes champs, toutes mes données, si je regarde dans l'Assommoir, vous voyez qu'elles sont dans la zone front matter, dans la zone YAML. Et si c'est un texte que je vais rédiger ici, je peux faire ce qu'on appelle des inline fields. Et ça, c'est bien sûr dépendant du plugin DataView. C'est pour ça qu'il fallait d'ailleurs l'activer. Et si je vais dire que si mon avis, et là je vais mettre double 2 points, bon, par exemple, je le ferme. Si maintenant je reviens dans mes livres, alors vous voyez qu'il a été reconnu comme un inline fields. Si je dis Les Misérables, je vais marquer trop long. D'accord? Voilà, je vais aller voir maintenant dans Les Misérables. Vous voyez, avis trop long, il l'a bien mis dans les champs classiques. Donc à la fois, il a pu, je ne sais plus si c'était dans lequel on a mis ici en inline, il l'a quand même reconnu. Je vais l'effacer parce que ce n'est pas nécessairement la bonne manière de travailler. Je reprends mes livres. Je vais... Alors, une chose qui était intéressante ici, vous voyez avis trop long pour Les Misérables. D'accord? Si j'efface la colonne, qu'est-ce qui va se passer? Il est tout simplement ici, delete. Je l'ai effacé. Si je vais voir dans Les Misérables, vous voyez que l'avis trop long est toujours présent. Si maintenant je recrée, si je recrée ici dans mes livres une colonne qui s'appelle avis, voilà, je vais voir ce qui se passe dans ma table. Il ne se passe rien pour le moment, je le ferme, je l'ouvre. Et vous voyez que l'avis a été repris en compte. Donc ce rafraîchissement parfois peut poser problème. Alors ce qu'on peut faire aussi, et il faut faire attention, c'est
que lorsque voilà, remove fields, enable, disable, remove fields when a column is deleted. Là, pour le moment, c'est désactivé. Donc ici, quand je fais un enable, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si j'efface maintenant, tout à l'heure, je l'ai effacé, il ne s'est rien passé pour l'assommoir, il était toujours dans, vous voyez, avis trop long. Je reprends avis trop long ici. Si maintenant je fais avis delete, je l'ai effacé, je vais voir dans les misérables, l'avis a disparu. Donc c'est une option intéressante mais dangereuse. Donc si vous travaillez ici avec ce settings là, vous donnez vraiment du pouvoir à votre table pour que quand vous allez faire un remove fields ici, en fait effacer la colonne égale effacer l'information. Ça peut coûter cher. Si vous le faites comme ceci, vous utilisez votre table simplement pour afficher ce que vous estimez bon d'afficher. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres champs. D'ailleurs, vous pourriez même imaginer de créer une autre table avec les mêmes notes, mais en affichant des champs différents. Donc ici, attention à Remove Fields. On a aussi ici quelque chose de dangereux que je dois vous signaler. Si vous utilisez Use All Fields, warning, this will override any previous columns. Eh bien, quand vous faites ça, il va tout effacer dans votre configuration de colonne et il va simplement importer tous les champs qui sont dans toutes les notes qui sont dans le folder. C'est intéressant, mais vous allez voir que ça peut porter à conséquence parce que vous allez perdre tout ce que vous avez configuré dans votre table proprement dite. Donc ça, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut faire attention. Alors, on va encore créer, parce que je n'ai pas terminé l'histoire des inlines, on va créer un avis, je dirais, opinion, on va appeler ça opinion. Et on va dire, voilà, opinion est ici, on n'a encore rien créé, je vais le prendre en settings et je vais demander que ce soit des inline fields. D'accord? Inline fields, ça veut dire que ce sont des champs avec le double point qui sont dans le corps du texte. Donc l'assommoir opinion, super. Génial. Oui, si je regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez dans l'assommoir, opinion super, et maintenant dans les inlines, c'est-à-dire en dehors de la zone front matter. Moi, en général, je préfère que ces informations-là soient bien rassemblées ensemble. C'est une question de goût, mais vous pouvez faire l'un ou vous pouvez faire l'autre. Je vais encore ici, là maintenant, je prends Database Settings. Vous pouvez ajouter ou enlever les champs de création, de modification. Si j'active Task, qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va ajouter dans mon tableau, il va ajouter une colonne Task. Je vais bien sûr le déplacer ici. Mes tâches sont ici. Vous voyez Data View, No Results, mais tout simplement parce que je n'en ai pas. C'est simple. Si par contre j'ajoute ici une tâche, je vois pas trop l'intérêt dans une liste de livres, mais je peux marquer faire résumé par exemple. D'accord? Et si je reviens là-dedans, vous voyez que je vais devoir probablement ressortir et rouvrir une fois la tâche. Vous voyez ici que ma tâche, faire un résumé, Data View No Result, il n'y a pas de résultat ici parce que je n'ai rien comme tâche. Si maintenant dans l'assommoir, je vais ajouter une autre tâche, relire. Vous voyez qu'il va falloir chaque fois que je le rafraîchisse. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais je vous le montre pour la possibilité. Résumer, relire. On voit ici, cette tâche étant terminée. Si je veux maintenant masquer ces tâches qui sont exécutées pour plus de lisibilité, je vais dans les settings de la tâche et je dis Hide Completed Task. Voilà une des options qui est offerte pour la task colonne. Alors, je vous le dis tout de suite, moi j'utilise pas ça, mais on pourrait imaginer que vous fassiez une table avec un ensemble de projets qui contiennent chacun leurs tâches. Je vais supprimer les tâches que je n'utilise pas, c'est ici là en dessous quelque part. Voilà, c'est fermé. On est revenu à notre table classique. Simplement vous montrer ici que si je tape ici Zol,
vous allez voir que je peux faire une recherche globale sur l'ensemble des colonnes, alors que tout à l'heure, je vous ai montré une recherche à l'intérieur d'une colonne. Ce que je peux faire aussi et qui peut être intéressant, c'est créer des filtres. Ici, pour le moment, je n'en ai pas, mais si je crée un filtre, par exemple, je vais créer un filtre que je vais appeler nouveau, et je vais ajouter un... Oh là, je vais en enlever un, j'en ai déjà un. L'année est plus grande que 2000. On va dire 2000, d'accord? Si je ferme, vous voyez, j'ai l'image du Kremlin uniquement. Si maintenant je veux compléter ça par ajouter un nouveau groupe et je vais appeler, je dirais les classiques, les anciens, on va dire les anciens, et je vais dire année est plus petite que, on va dire 1950. Voilà, je ferme et j'ai ici, quand les deux sont sélectionnés, bien sûr, ça ne marche pas. Les anciens, vous voyez l'Assommoir, les Misérables. Et si je le déclic et que je peux prendre les nouveaux. Donc vous voyez, vous pouvez faire une liste de filtres qui sont définis ici. Donc chaque fois, je crée un groupe et je mets des paramètres, d'accord? Et je peux à ce moment-là véritablement provoquer des filtrages de cette table de manière à la rendre nettement plus opérationnelle. Voilà, je supprime les filtres, je reviens, je vais les effacer, je les efface ici, où est-ce que c'est? Poubelle, poubelle, voilà, mes filtres sont effacés. On a ici donc vraiment un très intéressant plugin qui vous permet véritablement de classer toutes vos notes comme si c'était une base de données. C'est assez fort semblable à ce qui se passe dans Notion. Donc les adeptes de Notion vont s'y retrouver largement, mais je pense aussi que ça peut être utile. J'ai particulièrement apprécié le fait que le plugin va classer vos notes dans des folders à partir d'un champ de type sélection unique comme ce type ici, classique, psychologie ou roman, qui va faire que mes livres vont être classés dans classique, psychologie et roman, tout simplement en travaillant avec ces tables. J'espère que ça n'a pas été trop long, que c'est pas trop complexe. N'hésitez pas à essayer et faites-en la meilleure des choses. À très bientôt pour une petite vidéo sur quelques astuces que je trouve particulièrement précieuses, assez évidentes, vous les connaissez peut-être, mais moi, elles me facilitent la vie d'une manière incroyable. Allez, à bientôt, ciao!